Bonjour Julien. Bonjour Saïd. Bonjour Julien. Bonjour. Alors j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par Justine. Justine qui est une entrepreneuse et on va te poser une série de questions pour pouvoir mieux comprendre les engagements de Hafner Certification. Exactement. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous décrire qui êtes-vous et donner quelques petits mots sur Hafnor? Alors, Julien Nizri, je dirige Hafner Certification, qui est la branche certification du groupe Hafner. En quelques mots, Hafner Normalisation, qui est plus connu, crée des standards, des normes, et nous allons vérifier que ces standards, que ces normes sont respectées en donnant le petit coup de tampon après un audit pour dire c'est bien, vous êtes conforme à des règles. Et là-dessus, à titre personnel, je dirige la certification depuis 4 ans et j'ai un parcours qui a été dans la fonction publique. Notamment, j'ai été haut fonctionnaire au développement durable des ministères sociaux et assez impliqué sur les questions d'inclusion et de diversité. Et alors, il y a une question que j'ai tout de suite envie de te poser, c'est les questions de label diversité et d'égalité de traitement. Donc aujourd'hui, il y a un énorme enjeu puisque vous êtes un partenaire incontournable qui peut permettre en fait à une entreprise de s'améliorer, de progresser et de cocher les cases de la non-discrimination. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur le label diversité qui est porté par l'AFNOR Alors, on est convaincu que la société et l'économie doivent bénéficier d'une approche en faveur de la diversité et de l'inclusion, qu'on ne peut pas se couper de tout un pan de la société, que ça profite aux entreprises et aux structures, quelles qu'elles soient, d'avoir des ressources qui apportent leur créativité, qui apportent leur engagement et qui sont motivés. Donc on pense que c'est des enjeux essentiels. Et pour accompagner les entreprises, pour accompagner les collectivités, par-delà l'incantatoire, par-delà l'idée de dire il n'y a qu'à Faucon, on se dit qu'il faut donner des cadres. Et là-dessus, on arrive avec la petite case un peu cadrée, on a des référentiels qui sont notamment ces labels d'État, égalité et diversité, qui vont aller reconnaître l'engagement d'une entreprise en faveur de la diversité et de l'inclusion en donnant un cadre méthodologique pour associer l'ensemble des acteurs de la diversité, pour mettre en place des initiatives et vérifier qu'elles ont réellement lieu. En quelques mots, on donne des gages de confiance pour se dire, si je vais dans cette entreprise, elle est labellisée et je sais qu'elle est respectueuse de la diversité et de l'inclusion. Et vous permettez à l'entreprise de prendre conscience en fait des processus discriminants et de progresser grâce à un certain nombre de recommandations qui permet en fait aux recruteurs d'être beaucoup plus à l'aise sur la base de critères objectifs. Donc bravo, c'est super d'avoir créé cet outil. Alors, c'est vraiment un label d'État, et nous, on est l'opérateur, et c'est les ministères sociaux, le ministère en charge de la formation professionnelle, le ministère en charge de la fonction publique, qui ont eu il y a 15 ans, et 10 ans selon le label, cette idée de mettre tout le monde autour de la table et de réfléchir aux moyens de créer de la confiance et d'impulser un changement. Aujourd'hui, on parle sans arrêt de l'inclusion, de la diversité. Je pense que plus personne a des doutes sur l'intérêt de ces démarches. Encore une fois, pour aussi contribuer à l'engagement de tous les citoyens et à l'envie de venir dans une entreprise parce qu'elle partage des valeurs. Mais il y a 15 ans et il y a 20 ans, c'était pas exactement, n'était peut-être pas aussi développé, et ça crée une impulsion. Et comme tu le disais à l'instant, ça donne des outils. Alors peut-être qu'on peut rentrer un peu plus sur la partie candidat. Exactement. C'est juste, moi, je m'interroge sur votre badge que vous avez sur votre veste. Alors, Assez intriguant. et je ne l'ai pas dit, mais je suis aussi administrateur du Pacte mondial, Réseau France, de l'ONU, qui est une émanation en charge de veiller à l'appréciation et à la prise en compte par les entreprises et par les associations de ces 17 objectifs de développement durable. Et parmi ces 17 objectifs, le premier, c'est la réduction de la pauvreté. Le 8e, c'est le travail décent et une croissance économique, en faveur d'une croissance économique. Donc c'est vraiment l'idée de donner aussi un cadre en faveur de l'inclusion économique. Et c'est aussi un ODD sur l'égalité entre les femmes et les hommes, et un autre objectif sur la réduction des inégalités. Donc on est pleinement dans le débat qui nous occupe aujourd'hui. Donc on a, en participant au sommet de l'inclusion économique et en mettant en place des plans d'action inclusion et diversité, on coche 5 critères des ODD. Tout à fait, on participe vraiment à la mise en œuvre de ces objectifs de développement durable, et plus généralement, je pense aussi qu'en venant participer au sommet, on donne des témoignages, des gages
de participer finalement à tout ce qui fonde le creuset républicain de notre société. C'est s'engager pour des valeurs et s'engager aussi intelligemment, parce que cette diversité, cette inclusion, elle participe à la rentabilité de l'entreprise. Et si aujourd'hui un candidat souhaiterait postuler chez vous, quels conseils lui donneriez-vous? Alors, tout d'abord, on est très impliqué territorialement en termes d'ancrage. On est en Seine-Saint-Denis, à AFNOR Certification et le groupe AFNOR, on est basé à la Plaine Stade de France. On est partenaire de nos quartiers ont du talent. On est aussi membre de l'association Plaine Commune Promotion. Donc on a vraiment des relais locaux pour avoir ces facilités de recrutement locaux. Et moi, le conseil que je donnerais, ça serait aux futurs salariés, aux futurs collègues et aussi aux entreprises, ça serait d'oser. D'oser pousser la porte, d'oser faire le pas du recrutement inclusif. Et pour ces personnes, d'oser pousser la porte d'AFNOR Certification. On a énormément d'offres qui sont régulièrement publiées. On a un recrutement, on a plus de 26% de nos recrutés qui sont issus des quartiers politiques de la ville. Donc on est vraiment très favorable à ces dynamiques. Donc vraiment oser, on a des profils très variés. On recrute dans tous les domaines et il y a vraiment plus une ambiance respectueuse de chacun. C'est des dynamiques qui se situent au niveau du groupe, c'est vraiment une dynamique de qui est portée par le groupe. C'est des valeurs qui sont portées par le groupe à travers les 4 valeurs du groupe AFNOR, qui sont la confiance, la qualité, le collectif et la responsabilité. Et là-dessus, la directrice des ressources humaines d'AFNOR, du groupe AFNOR, et aussi vice-présidente de l'Association nationale des DRH, elle intervient régulièrement sur ces enjeux de diversité et d'inclusion. Et c'est important parce que c'est la DRH, donc c'est elle qui est quand même préside, qui fixe la stratégie de recrutement. Et on est vraiment sur des dynamiques extrêmement engagées. Sur le plan technique, quel conseil vous donneriez à une entreprise qui souhaite... quelle est la première question qu'une entreprise doit se poser du point de vue de l'AFNOR Certification? Moi, je dirais une entreprise qui veut pouvoir faire preuve d'inclusion, ce qu'on peut lui apporter, c'est de se dire, bon, par où je prends le bout, comment je commence? C'est-à-dire, je veux bien faire, j'ai plein d'initiatives, parce que c'est comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, les entreprises font déjà quand même de l'inclusion, ont déjà pris en compte la diversité, ne serait-ce que par leurs obligations légales, mais c'est se dire, comment je vais faire mieux et comment je vais structurer ma démarche. Et donc la première idée que j'aurais, ça serait de se dire quels outils on peut me mettre à disposition pour structurer ma démarche et où je me situe. Et on a des outils d'autodiagnostic qui vous permettent de vous situer en termes de prise en compte de la diversité, de prise en compte de l'inclusion. Et on a ces labels, label égalité, label diversité. On a aussi la capacité, une fois qu'on est labellisé, à participer à des réseaux. On met en place des clubs de labellisés engagés RSE pour toute la dynamique RSE, clubs de labellisés égalité-diversité pour partager avec ses pairs. Moi, le conseil, c'est aussi ça, partager avec ses pairs. Et en venant au sommet de l'inclusion, c'est quand même l'opportunité de rencontrer énormément d'entreprises et de structures qui partagent ces valeurs. Donc de pouvoir échanger techniquement sur comment elles ont trouvé des solutions à leurs problèmes concrets. Parce que c'est bien beau de dire on va favoriser l'emploi local en achetant local, par exemple. Mais on sait bien qu'avec la commande publique, pour beaucoup, c'est compliqué. C'est bien beau de se dire je vais recruter local, ou je vais recruter aussi des personnes issues de la diversité ou en situation de handicap. Encore faut-il avoir les bons canaux. En venant au sommet, c'est l'occasion aussi de trouver les clés. Et aujourd'hui, c'est à la fois un enjeu en interne de trouver des talents, de travailler en fait votre stratégie de mobilité interne, mais c'est aussi un enjeu de parler à d'autres entreprises pour pouvoir leur recommander en fait les bonnes pratiques et les bonnes attitudes à avoir pour rester le plus objectif possible dans les processus de recrutement. C'est nécessaire parce qu'en réalité, c'est simplement c'est d'abord un rappel à la loi. On rappelle que recruter en faisant des actes de discrimination, c'est aujourd'hui punissable, ça relève du pénal. Donc c'est important aussi de prévenir le risque
et d'être en capacité à un moment donné d'avoir les bons outils. Et voilà, que je trouve extrêmement intéressant à travers ce partenariat avec vous, c'est que vous avez la possibilité de venir en prescription. Et puis ceux qui ont besoin peuvent aussi se doter de vos outils que tu évoquais, hein, rentrer dans une démarche de labellisation ou faire des autodiagnostics. C'est assez simple, c'est assez facile et ça peut permettre de bâtir un premier point d'analyse avant d'aller un peu pour plus se loin. projeter. Et on le voit aujourd'hui avec le cadre européen qui se met en place sur la directive, la CSRD, sur tout ce qui est la reconnaissance de la valorisation de l'action en matière de RSE et la matérialité des actions qui sont prises. On voit il y a vraiment une demande des entreprises de objectiver tout ce qui est fait et de le valoriser. Et donc si on veut passer de l'incantatoire au concret, effectivement, comme tu le dis, c'est bien d'avoir un cadre méthodologique et par-delà les obligations légales. Parce qu'effectivement, les labels ne se substituent pas aux obligations légales, ils vont au-dessus. Il y a le label égalité, par exemple, l'index égalité, légalement, qui est une obligation légale de mesurer. Nous, on va au-dessus. Donc c'est à la fois permettre la conformité juridique, donc être en phase avec la législation, et puis surtout être en capacité de mettre en place des actions qui vont permettre à l'entreprise d'être plus performante, d'être davantage en stimulation sur la cohésion territoriale et de rendre tout ça objectif et rationnel, qui permet en fait de répondre aux indicateurs, c'est un peu technique, hein, exigés par l'Europe. Mais il y a un point, tu parles de territorial, c'est vrai qu'un des axes, c'est l'ancrage territorial. Je crois que le sommet porte quand même cette année sur des tours et des bourgs, c'est ça C'est ça, absolument. Voilà, donc l'idée de se dire qu'on a un ancrage territorial, que ce soit pour l'égalité ou pour la RSE. C'est-à-dire qu'on a aussi, en matière de RSE, la capacité à avoir des partenariats locaux qui ont été construits pour des débouchés aux produits, pour des débouchés aux invendus, pour consommer en circuit court. Et de la même façon, en termes d'inclusion, qu'on a des partenariats et un ancrage local, comme on le fait nous à l'AFNOR, hein, je le disais avec Pleine Commune Promotion, c'est important et ça fait totalement écho à la thématique du sommet de se dire on n'est pas hors sol, on n'est pas dans l'incantatoire et on travaille avec l'ensemble des acteurs et des partenaires qu'on peut avoir identifiés. Et cette identification des partenaires est aussi une première étape du travail. Avec qui je peux travailler? Si on revient un peu sur de potentiels candidats, est-ce que vous avez mis des initiatives inclusives en place au sein d'AFNOR pour attirer des nouveaux candidats de tout horizon, les fidéliser et les accompagner? Alors, je vous le disais, on a un partenariat avec nos cartons du talent pour nous aider sur le sourcing, pour parrainer, tutorer aussi ces candidats, les former, leur donner des guides. Pour ma part, j'ai personnellement mis en place aussi un programme au sein d'AFNOR Certification pour les alternants. On a plus de 30 alternants au sein d'AFNOR Certification, une cinquantaine au niveau du groupe, et on recrute de façon extrêmement variée et de tous horizons. Et on s'est dit, comment faire en sorte que les alternants, quand il y a parfois des petits gaps en termes de comportement, en termes d'intégration, en termes de connaissance des codes, il y a un vrai problème de connaissance des codes, selon les milieux, par rapport à ce qui est attendu dans le monde du travail. Et donc on s'est dit, plutôt que de juger, on va réellement accompagner, mettre en place des groupes informels entre alternants, avec des sponsors et avec des témoignages, pour finalement partager les codes du monde du travail et leur permettre de les recruter aussi ensuite. Et on peut faire des très belles carrières au sein d'AFNOR Certification en ayant commencé en tant qu'alternant. D'accord. Ça, on le fait régulièrement. On a aussi un enjeu important de formation. On dépense beaucoup plus que la moyenne nationale en termes de formation continue pour vraiment faire progresser nos équipes et leur permettre de s'impliquer vraiment et de grandir avec AFNOR, ou ensuite à l'extérieur, hein, parce qu'on peut tout à fait ensuite avoir envie d'évoluer ailleurs, mais en ayant acquis des compétences, on n'utilise pas les collaborateurs en les pressant comme des citrons uniquement pour bénéficier d'eux, on les accompagne et on essaie de les faire grandir. Très bien, merci. Julien, est-ce que tu peux être un peu plus précis sur la mise en œuvre du label? Bien sûr. Alors, dans le label, on commence par un état des lieux, un descriptif qui permet un peu de voir où on en est. Il faut ensuite identifier finalement quelles vont être les actions
privilégié qu'on va vouloir mettre en œuvre, un plan d'action qui sera évalué bien sûr. Celui-là, il est partagé avec les organisations syndicales de l'entreprise. Et ça, cet enjeu de dialogue social et de dialogue avec les parties prenantes est essentiel. Et il y a bien sûr tout un volet recrutement et un volet déroulement des carrières. Et là-dessus, c'est essentiel parce qu'on voit bien aujourd'hui, et je crois que le sommet ça, traite vraiment des transitions, notamment transition écologique et transition numérique, on voit bien qu'il y a tout un volet lié aux enjeux des nouveaux métiers verdissants, des métiers de la transition écologique, et aussi aux enjeux de l'intelligence artificielle. Absolument. Or, on est positionné à faire certification sur une certification qui s'appelle l'ISO 42001, qui est les certifications en matière d'intelligence artificielle, pour vérifier, et ça c'est un enjeu, un des défis de demain, vérifier qu'il n'y a pas un usage illégal ou au moins inapproprié de l'intelligence artificielle dans les recrutements. Parce que, vous le savez, les modèles ils sont entraînés par rapport à tout un corpus documentaire qui existe aujourd'hui et qui peut avoir des biais. Et donc, par définition, votre modèle, même si vous pouvez vous dire c'est pas moi, c'est la machine, c'est neutre, c'est pas vrai, puisqu'il a été entraîné avec des documents qui eux-mêmes possèdent des biais, puisque nos documents et notre corpus actuel a certains biais en matière d'égalité, de diversité. Et donc, du coup, il y a un enjeu très important, d'une part, d'éviter ces biais de l'intelligence artificielle, et deuxièmement, d'informer, il y a une obligation d'information de tout candidat si vous avez utilisé l'intelligence artificielle dans l'aide au recrutement. Et puis je rappelle qu'il y a certains cas où c'est strictement interdit d'utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de la réglementation européenne. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Peut-être une dernière question qui me taraude l'esprit. Tu connais bien l'administration publique, tu sais quels sont en fait les engagements aujourd'hui qui sont portés par le gouvernement, tu vois ce qu'on est capable de faire, cette capacité de déploiement qu'ont les entreprises. Comment tu analyses cette situation? Si on veut demain en fait provoquer un changement systémique, qu'est-ce qui nous manque? De quoi on a besoin de plus pour pouvoir créer en fait une dynamique beaucoup plus forte et réduire d'une manière significative les discriminations à l'emploi? Alors je pense déjà qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. On peut faire un choc systémique, mais je pense quand même que les choses évoluent dans les mentalités. Il y a beaucoup de choses qui se disaient peut-être avant que plus jamais personne n'oserait dire. Enfin, c'est important, le changement du vocabulaire, le changement des comportements, de ce qui est admissible ou non. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être que les pratiques n'ont pas encore totalement évolué partout, et c'est regrettable, mais en tout cas, les gens savent déjà que c'est répréhensible, et juridiquement, et moralement. Donc je pense qu'il y a quand même eu déjà un bon changement. Et pour un choc plus poussé, c'est vraiment l'implication de la société civile, de tout un chacun, par la communication, par l'éducation. Et encore une fois, je pense que le travail qui est fait au sein du sommet, l'acculturation de tout à chacun, et l'idée que c'est vraiment une responsabilité, certes collective, mais d'abord individuelle. On doit se saisir du sujet et on doit être convaincu. Et si on veut demain, pour nos enfants, leur laisser une société améliorée, plus engagée, c'est vraiment à tout à chacun de se saisir du sujet au quotidien. Un grand merci, Julien, pour ce témoignage très riche et qui nous permet en fait de donner encore plus d'énergie. Donc rendez-vous au prochain sommet de l'inclusion économique. Le 25 et 26 novembre. À bientôt. Rendez-vous le 25 et le 26 novembre. À bientôt.